Safonov et Zabarni se sont pas serré la main. Oh, oui, peut-être, c'est vrai. Des choses que vous comprenez pas. Devant les caméras, ils ne peuvent pas. Vous voulez qu'ils reçoivent un coup de fil du KGB? C'est ça que vous voulez, qu'il y ait des agents qui se posent devant la maison de Safonov? Et pareil pour Zabarni, ils peuvent pas publiquement. Vous le comprenez ça? Même si j'ai dit no politic here. Qui vous dit que au centre d'entraînement sans caméra, c'est pas les meilleurs amis du monde? Qui vous dit qu'ils se serrent pas la main, qu'ils sont amis? Qui vous dit? Vous allez pas faire de la fitna? Impossible, je vous laisserai pas faire. C'est que vous connaissez la raison, mais vous faites les choquer. Vous faites les choquer. Aujourd'hui, sous 45 degrés, on a eu un match d'entraînement PSG contre PSG. Équipe noire contre équipe blanche. Ce que je peux voir dans l'équipe noire des Gonzalo Ramos, Désiré Doué, Bradley Barcola, Zabarni, João Neves, et de l'autre côté, ce que je peux apercevoir, Gvara, Vitinha et bien d'autres, mais j'ai pas les images. Puisque nous, on ne joue pas ce week-end, il a fallu avoir quand même de l'intensité, puisque 2 semaines sans jouer avant une finale de Ligue des Champions, vous savez très bien, il faut du rythme. Il faut un minimum de rythme pour pas arriver à la finale de la Ligue des Champions sans rien dans les pattes. Chose faite sous 40 degrés. Donc, le Paris Saint-Germain n'est pas un club parfait. Lors d'un match amical cet après-midi, Zabarni, qui vient littéralement foutre un vent à Safonov, Safonov qui lui aussi d'ailleurs de son côté ne s'apprêtait absolument pas à saluer son coéquipier, mais bel et bien derrière Doué, et bien que tout le monde attend la moindre faille, la moindre opportunité de dire que Luis Enrique n'a pas le maintien et le contrôle sur tout son vestiaire, ça enflamme forcément la toile, mais il n'y a aucun souci en interne concernant Safonov et Zabarni. Les deux joueurs font partie d'un très grand professionnalisme dans le vestiaire et travaillent pour le bien du club très sereinement tous ensemble. Ce qui est dommage ici, c'est de ne pas prendre en compte ce qui se passe politiquement parlant entre les deux joueurs et leur nation. Vous rappelant que l'un est ukrainien et l'autre russe, nous n'avons absolument aucune idée de ce que cela peut engendrer pour leurs nations respectives. Le fait que les deux joueurs aujourd'hui se serrent la main, ils font comme s'il n'y avait rien entre les deux parties. Même si j'aurais probablement eu des doutes avec certains clubs, ce qui est sûr c'est que je ne ressens absolument pas ça avec Luis Enrique, qui a réglé tellement de problèmes au Paris Saint-Germain, donc c'est forcément pas cette histoire entre ces deux joueurs qui lui posera bien évidemment problème. Ça fait le tour du monde forcément, le Paris Saint-Germain est aujourd'hui sur sa 2e finale de Ligue des Champions consécutifs. Vous rappelant que le Paris Saint-Germain a beaucoup d'haters et que beaucoup attendent tout simplement la chute de ce club. Il commence à vouloir nous détruire. On parle déjà de l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions, Arsenal contre le PSG. Et ça sera donc Daniel Siebert. Et ils disent donc que c'était le 4e arbitre lors de la remontada, souvenez-vous, contre le PSG. Et ça, si tu lis entre les lignes, c'est une information exprès pour nous avoir au mental. Mais ils comprennent encore pas que le PSG n'est plus le PSG de 2017. Et d'ailleurs, l'entraîneur du Barça en 2017, c'était qui? Luis Enrique. Donc vous allez pas nous la mettre, vous inquiétez pas. Bref, on va voir du positif, bravo à nos titis parisiens. Ils remportent donc la coupe Gambardella 35 ans après. Et c'est donc la 2e Gambardella que le PSG obtient. La première était donc en 91 et là la 2e en 2026. Quand on vous dit que le Paris Saint-Germain change de dimension, des titis à notre staff, aux joueurs, au centre d'entraînement, c'est exceptionnel. Donc continuez avec vos informations qui essayent de mettre la pression. Mais nous, on connaît la mentalité de nos Parisiens. Et quoi qu'il arrive dans une semaine, la vérité, c'est le terrain. Les gars, Matvei Safonov et Ilya Zabarni se sont clairement esquivés, ne se sont pas serrés la main. Mais est-ce que ça en vaut la peine de parler énormément de ça, faire beaucoup de bruit et beaucoup d'engouement autour de cette situation, les gars? Je ne pense pas, les gars. Je ne pense clairement pas. Alors je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui soient déçues, d'autres qui soient choquées. Mais les gars, on sait très bien qu'il y a un contexte. On sait très bien qu'il y a un contexte entre ces deux joueurs, entre Zabarni et Matvei Safonov. Et ce n'est pas la première fois. Déjà eu auparavant certaines déclarations de Zabarni qui laissaient planer un doute sur l'entente des deux joueurs. On dit clairement qu'ils évitent souvent les gestes trop amicaux, les gars, pour éviter certaines polémiques. Et c'est respectable, les gars. Ce qui va clairement nous intéresser, c'est est-ce que c'est mauvais pour nous le Paris Saint-Germain? Est-ce que ça met clairement une mauvaise ambiance? Je vais vous répondre tout de suite, je ne pense pas, les gars. Ça fait quand même plusieurs mois qu'ils jouent ensemble au Paris Saint-Germain et ils ont même joué côte à côte sur le terrain. On se rappelle Zabarni au poste de défenseur central et Matvei Safonov au poste de gardien de but. Il n'y a pas eu de souci. Faut le dire, les gars. Qu'on se serre la main, qu'on se ne serre pas la main, ça nous apporte quoi à nous, les gars? Rien du tout. Nous, juste ce qu'on veut, les gars, c'est que les joueurs restent professionnels, ils restent dans leur cadre sportif, qui mouillent le maillot, qui donnent tout et qui posent pas de problème à l'équipe. Les gars, c'est ce qui se passe. Vous avez bien vu, ça s'est bien passé, le match amical s'est très bien passé.
Donc les gars, c'est l'essentiel. Et ça sert à rien de parler ça pendant je sais pas combien de temps. Les gars, nous, ce qui nous importe, je tiens à me répéter, les gars, mais c'est clair et net, que nos joueurs restent professionnels, mouillent le maillot, donnent tout sur le terrain. Clairement pas de polémique entre Zabarni et Matvei Safonov. Alors la vidéo était absolument pas prévue, mais je suis obligé de la faire parce que je vois déjà des médias français qui sont en train d'essayer de vous expliquer qu'il y a de la tension dans le vestiaire au Paris Saint-Germain à cause de la poignée de main entre Matvei Safonov et Ilya Zabarni. Les deux joueurs aujourd'hui ne se sont pas serré la main au moment où les deux équipes se sont croisées juste avant le match amical qui opposait les deux équipes pro du Paris Saint-Germain. Et comme on sait évidemment que les fans de football ne suivent absolument rien sur la géopolitique, je vois déjà évidemment plein de supporters et même des supporters d'autres équipes nous expliquer que ça y est, il y a de la tension dans le vestiaire au PSG. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Je rappelle à tous que Zabarni est ukrainien et que Matvei Safonov est russe, que les deux pays sont actuellement en guerre. Et donc que ce soit en Russie ou en Ukraine, personne dans leur pays ne veut voir une image positive entre Matvei Safonov et Ilya Zabarni. Et ça avait été déjà même annoncé au moment du transfert de Zabarni au Paris Saint-Germain. Voir l'image de Zabarni et de Safonov se serrer la main, certains le prendraient comme une provocation, que vous le vouliez ou non. Pour nous, ce serait une belle image, mais pour certains, ce serait un signe de provocation. Donc, il ne faut absolument pas qu'il y ait des images qui fuitent de Safonov et de Zabarni qui célèbrent quoi que ce soit. Même si on gagne la Ligue des Champions, c'est pareil. Vous ne verrez pas d'image de Safonov et de Zabarni célébrer ensemble. Donc non, il n'y a pas de tension dans le vestiaire au Paris Saint-Germain. C'est encore une fois simplement vous qui êtes manipulable parce que vous voulez pas vous intéresser à autre chose que le football. Si vous preniez la peine de vous intéresser un petit peu à la politique et à la géopolitique, vous auriez capté que c'est tout simplement la norme. Posez-vous la question, quelle image de Zabarni et de Safonov vous avez en train de célébrer cette saison? Vous en avez aucune et vous en aurez toujours pas même si on gagne la Ligue des Champions. Ça va être très simple dans cette équipe, il y a 4 phénomènes. J'ai nommé Mathis Jean-Jal, Mugengue, Emmanuel Mbemba et pour finir la cerise sur le gâteau parce que lui franchement, lui là je l'ai ici lui. Lui, il m'a fait ressentir quand je l'ai vu jouer, moi je dis respect Aymen Assab. Lui, dérouler le tapis rouge, acheter le même à 100 millions, c'est le braquage du siècle, moi je vous le dis. Voilà, je vous montre le plug là, c'est moi je vous donne ça. Les directeurs sportifs, les scouts. Là, vraiment, là, on tient quelque chose de très grand, de très grand. Et je pèse mes mots. Aymen Assab, le match qui sort, c'est pas le genre de mec qui va te faire des statistiques. C'est pas le genre de mec qui va même te faire des passes décisives pour dire. Il joue dans une position assez reculée, faut savoir. Quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il paye pas de mine. Mais techniquement, Madre Mia. Je vous laisse aller voir des compilations et toutes ces choses-là. Parce que ce joueur, mais mon Dieu, le niveau qu'il a. Alors bien évidemment, c'est tous des phénomènes, hein. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, ils sont tous top, tous taillés pour le haut niveau. Mais les 4 que j'ai retenus, c'est eux. Ils sont sensationnels. Double buteur et passeur décisif. Mathis Jean-Jal, la rockstar de cette équipe, évidemment, oui. C'est lui le buteur, donc forcément, les projecteurs sont sur lui. Pas nécessaire de trop en faire avec lui, on ne tarit pas d'éloges à son égard, tout le monde le connaît, c'est du tout droit, c'est du tout tracé. Paris Saint-Germain va falloir faire un sérieux effort pour le garder parce que là vous perdez gros, vous risquez de perdre gros. Madre Mia, le joueur aussi. Lui c'est un secret pour perdre, pas besoin de vous apprendre, vous l'avez déjà vu en professionnel, vous l'avez déjà vu en Coupe de France, voilà c'est un joueur assez nonchalant. Il y a des airs de Barcola, t'as l'impression, dans le comportement, dans la gestuelle, dans la tenue de corps, etc. Bref, mais ce joueur... En plus d'être versatile, il donne satisfaction partout où il joue. Il peut jouer 9, il peut jouer 10, il peut jouer relayeur. Rendez-vous compte du bail. Il est dingue. Trop fort. Le côté statistique, il va être forcément mis en avant. Mais son influence et son apport dans le jeu, rien à dire. Lui, son entrée, laisse-moi rire. Mugengo, on y arrive. On y vient, évidemment. Alors lui, lui, il est déjà taillé pour le haut niveau. Hein. Je préfère vous le dire. Que ce soit sur le plan physique ou technique, ça est lui. Envoyez-le en PL ou je sais pas trop où. Mais lui, il va se régaler, lui. Le mec, il est rentré, Paname était en infériorité numérique. T'as l'impression qu'ils étaient 12, en fait. Ils étaient pas 11, hein. Ils étaient pas 10, ils étaient 12 avec lui. Son entrée dingue. Et même, d'ailleurs, lui qui a soulevé le trophée, le brassard lui a été transmis. Mais je comprends, c'est dans l'esprit. Et Emmanuel Mbemba pour terminer. Match monstrueux de sa part. À ses côtés, t'avais Koulibaly. Énorme potentiel également. La charnière centrale des titus du Paris Saint-Germain, waouh. À leur âge, ils ont quand même une lecture de jeu assez dingue. Pour des défenseurs, ils savent prendre des risques quand il le faut, ils savent faire du dépassement de fonction quand il le faut également. C'est des défenseurs super intelligents. Eux deux vont aller très loin, j'en doute pas. Voilà, c'était tout pour moi. Mais lui, mon Dieu, lui, ça y est, lui là, ouf, lui les gars, bouclez tout, hein. Nasser, frérot, avec tout le respect, l'ancien, le vieux père, fais quelque chose, très vite, très vite, tu vas regretter. Voilà, j'ai parlé, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Tout le monde y a le droit. Lens, à 4h du matin dans leur stade. L'Inter cette saison. Aston Villa. Le Barça. Munich pour la Bundesliga. Que la Bundesliga pour l'instant. Arsenal, même si c'est pas une vraie image, le 31 mai prochain. Et nous, on a eu droit à ça.
Je veux pas y croire. Galatasaray, dans le stade, une folie. Lens hier à 4h du matin à Bollaert, une folie. Paris qui gagne la Ligue des Champions, c'est ça sur les Champs-Élysées. Et après, les gens se moquent de nous. Ouais, Paris n'est pas une ville de foot. Paris ceci, Paris cela. On nous laisse pas être une ville de foot. On nous laisse pas. La remise de titre, je m'en remets toujours pas. Hein. Ça va faire une semaine, je ne me remets pas de comment on nous a donné le trophée de la Ligue 1. Et normalement, même si c'est pour vous, ça peut sembler anecdotique, il y a toujours, quand on reçoit le trophée, une petite photo sur Instagram de tous les joueurs avec le trophée. Voilà, la Ligue 1 champion, belle saison. Là, vous pouvez aller voir, il n'y a aucune photo avec le trophée des joueurs. Je sais même eux, ils étaient là en mode... Eh, vas-y, passons à autre chose. Passons à autre chose et vite, parce que là, c'est pas possible. Franchement, la préfecture de police, je vous méprise tellement. Là, il y avait tellement plus de place de mettre tellement plus de monde. Toute l'Europe a le droit à faire ses parades ou à ses célébrations dans les stades. Sauf nous. Je comprends pas. Partie 2 des classements de score 90, les fumeurs de moquettes, on s'attaque au milieu de terrain. Voici leur top 5 des numéros 6. Alors avec le top 2, je suis totalement d'accord, c'est les deux meilleurs et de très loin. Maintenant, j'aimerais savoir ce que Frenkie de Jong et Rodri font là. Surtout Rodri, qui revient des morts et qui fait pas du tout une grande saison. Surtout que je vois Pavlovic derrière eux. Alors pour moi déjà Pavlovic c'est un 8, mais s'il le considère comme un 6, on va le considérer comme un 6. À ce moment-là, Pavlovic il est dans le top 3 indéniablement. Et après, devant ces deux mecs-là, Rodri et Frenkie de Jong, on met Casemiro qui fait une putain de saison avec Manchester United. Casemiro, il mérite d'être 4ème. Et après, en 5ème position, si vous voulez, vous mettez Frenkie de Jong ou Rodri, mais c'est par défaut très clairement. Classement des numéros 8. Alors là, c'est une immense blague, c'est une énorme blague. Rice premier, ok, pas de souci, il fait une saison de fou avec Arsenal. Pedri deuxième. Alors encore une fois, si c'est pas parce qu'il a la carte FC Barcelone, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait à la deuxième position? Joao Neves, il doit tous les jours être devant lui. Neves, il est deuxième. Szoboszlai cinquième, il doit être troisième. Szoboszlai, il fait une saison de fou et il fait une meilleure saison que Pedri. Après Valverde, je sais pas ce qu'il fout là. Pedri, on peut le mettre quatrième et en cinquième position au poste de 8. Je sais pas qui vous les mettre. Moi, je pense à Warren qui fait une phase finale de LDC incroyable au poste de numéro 8. Donc pour moi, Rice en 1, Neves en 2, Szoboszlai en 3, Pedri en 4 si vous voulez et en 5 Warren Zaïre-Emery. Et on termine avec les numéros 10. Moi, je suis d'accord avec ce classement, si ce n'est Bellingham qui n'a absolument rien à faire ici. Rien du tout. Des 10 meilleurs que lui, il y en a plein. Morgan Gibbs-White, Morgan Rogers, Nico Paz et même dans son club, Arda Güler qui fait une meilleure saison que lui. Mais sinon, le top 4, je suis plutôt d'accord et avec l'ordre aussi. C'est quoi ce 11 ridicule là? Parce que voici le meilleur 11 européen selon The Athletic. Il y a trop de choses à dire. Bon, au cas, je suis d'accord, David Raya, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, déjà, on arrive à la charnière et il y a un problème. Déjà, Marquis, malheureusement, il a rien à faire là. Je l'aime de tout mon cœur en tant que supporter du PSG, mais en central droit, Upamecano et Saliba, c'est au-dessus de lui cette saison. Et très clairement, c'est Saliba qui mérite sa place tous les jours dans cette charnière en central droit. Central gauche, Gabriel, c'est pas un scandale de le mettre, mais au bout d'un moment, il faut respecter Willian Pacho. Donc moi, je mets Pacho en central gauche et je fais une charnière Pacho-Saliba. Latéral gauche, Nuno Mendes, c'est logique. Quand même mention honorable à Di Marco, meilleur joueur de Serie A, 18 passes D. Il fait une très grosse saison. À droite, Achraf Hakimi. Ouais, c'est un petit peu par défaut, on aurait pu mettre Timber, même s'il est blessé depuis 2 mois, il faisait une saison de fou, et même Leimer aussi, il fait une très grosse saison. Le milieu de terrain, alors là, il y a des choses à dire. Déjà, qu'est-ce que fout Valverde ici? Enlève-le-moi et mets-moi Rice, qui mérite tous les jours d'être dans cette équipe. Valverde, il n'a rien à faire là, pour un bon mois et demi, il faut arrêter les bêtises. Après, Vitinha, il mérite totalement d'être dans ce 11. Neves, il fait une très grosse deuxième partie de saison, il est exceptionnel. Maintenant, si on parle sur toute la saison, Kimmich mériterait sa place peut-être à la place de Neves. Mais Neves, sur la phase finale d'LDC, il est exceptionnel. Donc sa place, elle n'est pas volée. Et alors là, c'est quoi cette tricherie en attaque? Olysée, Kane, Yamal. Yamal à gauche. Enlève-moi Lamine Yamal. Respectez les postes. Donc le débat, ça doit être Olysée, Yamal. Moi, personnellement, je laisse Olysée qui, pour moi, fait une meilleure saison que Lamine Yamal. Kane en 9, il n'y a pas de débat, on est totalement d'accord avec ça. Et du coup, à gauche, je suis désolé, mais je mets Kvicha Kvaratskhelia. Au bout d'un moment, faut parler, faut dire les termes. Kvara, il mérite cette place. On peut parler aussi de Luis Diaz qui fait une très grosse saison. Et dans l'ensemble de la saison, c'est peut-être au-dessus de Kvara. Mais sur la deuxième partie de saison où la télé est allumée, Kvara, il a choqué toute l'Europe. Donc pour moi, c'est Kvara qui doit être sur l'aile gauche. Victor Machado, Ferreira, Di Vitinha. Les frérots, on est à 8 jours de PSG, Arsenal, finale de Champions League. On attend ça avec impatience. On a fait des focus sur Désiré Doué, sur Kvicha Kvaratskhelia et cette fois-ci, on va s'attaquer à Vitinha. Oh Vitinha, quelle saison encore. Très très fort les gars. En termes de maestro, on le sait. Quand il a le ballon, il amène de la qualité en plus. Il rassure son équipe. Jeu court, jeu long, il est excellent. Mais Vitinha, là où il m'a impressionné cette saison, c'est dans son jeu sans ballon. Quand le Paris Saint-Germain a été privé de ballon, on l'a vu courir des 11, 12 km. On l'a vu faire des pressings
tout le match, harceler certains joueurs. Ça, franchement, ça m'a impressionné. Parce que Vitinha, on sait que c'était un gars qui était très à l'aise quand il avait le ballon, mais un peu moins sans ballon. Et cette année, la progression qu'il a eue, c'est que sans ballon, il est capable de travailler, il est capable de répéter les efforts. Et on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, ça a porté ses fruits, surtout contre le Bayern. Le Bayern a tout fait pour nous empêcher d'avoir le ballon, a tout fait pour limiter l'influence de Vitinha. Mais malgré tout, il a tiré son épingle du jeu. On l'a vu au match aller. À un moment, il met une ouverture à Hakimi qui ramène le 4e but. Il a toujours cette qualité-là, même quand on ne le voit pas beaucoup, de briller.